Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ultra perturbant pour moi parce que je viens de tourner l'intro d'une autre vidéo et du coup le bonjour bonjour et tout je l'ai fait il y a 3 minutes et ça me perturbe de ouf mais c'est pas grave. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de juin qui tarde un petit peu mais il aurait dû être publié la semaine dernière, mais la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce qu'en début de semaine je me suis tapé une petite intoxication alimentaire des familles qui m'a un peu miné le moral, le physique, tout ça. Donc les jours où j'aurais pu tourner et monter, j'étais malade. Et on se retrouve du coup pour mon bilan du mois de juin où j'ai eu 4 lectures. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de juin j'avais participé au challenge instauré par Emma de la Bouquina qui était le challenge Young Adult et du coup j'avais une pile à lire de 6 livres. Parmi les 4 que je vais vous présenter, seulement 2 appartiennent à cette catégorie. Tout simplement parce que j'avais reçu un SP que j'aurais dû finir au mois de mai, que je n'avais pas fini au mois de mai, du coup je l'ai fini au mois de juin. Et le quatrième livre, c'est le livre que je lisais sur mes pauses déj au boulot. Et comme je l'avais entamé il y a genre 3-4 mois, parce que vraiment je lis pas énormément sur mes pauses déj, donc j'avance pas du tout sur mes bouquins. Et du coup c'est au mois de juin que je l'ai fini. Et on va commencer par ma première lecture et c'est Les Enfants du Chaos d'Ellie Gapre, publié dans la collection électrogène de chez Gulfstream. Donc la petite tranche colorée comme on aime bien. J'adore la couverture et c'est un SP envoyé par la maison d'édition que je remercie pour l'envoi. Vous connaissez mon amour pour la maison d'édition Gulfstream et encore plus pour leur collection électrogène. Du coup j'étais vraiment trop contente de recevoir ce livre. Et je vous avoue que j'ai pas été déçue, mais j'ai pas été embarquée dans le livre, donc c'est une bonne lecture, mais c'est pas plus qu'une bonne lecture. Je vais m'expliquer. Dans ce livre, on va suivre 3 enfants, et chaque enfant a un arc narratif différent. On va suivre 2 jeunes filles et un jeune homme, et en fait, comme le nom indique, les enfants du chaos, on va se douter qu'ils ont une particularité qui font qu'ils sont menaçants, et en fait, on va suivre chacun son histoire à chapitres alternés à chaque fois. On se doute qu'au bout d'un moment, ces 3 voix qu'on lit, qu'on écoute, vont se croiser à un moment donné. Ils ont tous des vies totalement différentes, ils vivent dans des endroits du monde totalement différents. Et on va dire la mouise un petit peu partout dans le monde et ils vont tous essayer d'échapper au destin funeste qu'il leur est un peu promis vu que la Terre va mal. Et ensemble, au bout d'un moment ou même avant qu'ils se rencontrent, ils vont essayer de trouver une solution face aux problèmes qu'il y a. Et les enfants du chaos, ils ont effectivement une petite particularité, c'est peut-être eux qui peuvent sauver le monde du chaos au final. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas une très bonne lecture. Après, j'ai pas envie de parler de déception parce que c'est un bon livre, mais peut-être que j'y attendais beaucoup parce que c'est un électrogène, parce que c'est un Gulfstream et que j'aime à chaque fois tous les livres que je lis d'eux. Je n'ai pas aimé ce livre, mais je n'ai pas été embarquée par ce livre parce que pour moi les personnages, je m'y suis absolument pas attachée. J'étais très en retrait de ma lecture, j'arrivais pas à m'immerger dans les décors qui sont pourtant sublimes au demeurant, mais j'étais vraiment trop détachée, je me sentais pas impactée par l'histoire alors que pourtant elle est impactante, mais j'étais vraiment pas dans le mood clairement. Et ça m'ennuie de ne pas avoir été dans le mood pour ce livre parce qu'en vrai il est bon. Notamment 2 personnages auxquels je me suis pas vraiment du tout attachée, notamment la petite Awa qui... Ses chapitres étaient assez courts et en fait je pense que elle était juste trop petite pour moi et j'arrivais pas à m'identifier à elle. Après j'ai beaucoup aimé la jeune Sévan, c'était celle à qui à la limite j'arrivais à le plus m'attacher, même si attachement c'est peut-être un trop gros mot. Mais ouais, en fait, le livre est bien, l'histoire est bonne, bien réalisée, peut-être un peu trop lente aussi à mon goût. Mais ça, est-ce que c'est parce que je me suis pas attachée au personnage et du coup j'ai pas réussi à m'immerger? Je pense que c'est par rapport à ça, le problème de rythme que j'ai ressenti. Mais je pense pas que ce soit un problème de rythme en général. De toute façon, ce n'est que un avis et problème de rythme chez l'un peut être le rythme parfait pour l'autre, hein. C'est vraiment juste un avis personnel de lectrice. Et je pense que c'est, ouais, le fait que je me sois pas attachée au personnage a du coup apporté de la lenteur à mon expérience de lecture, ce qui fait que j'ai eu du mal à apprécier de manière totale ma lecture. J'ai mis énormément de temps à le lire parce que c'est pas le livre vers lequel je serais allée directement. Pourtant l'histoire est bonne, elle est très bien réalisée. Enfin, j'ai beaucoup aimé comment les enfants sont mis en avant dans ce livre, mais oui, je m'y suis juste pas du tout attachée, j'ai pas réussi à me plonger dedans. C'est loin d'être une mauvaise lecture, ça reste une bonne lecture,
mais malheureusement si j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, ça devient compliqué d'être à fond dans le livre. Deuxième lecture du mois de juin, et alors là, je suis ultra heureuse de vous présenter ce livre. Il y a quelques mois, c'était en fin d'année 2020, je vous avais parlé d'une duologie que j'avais adorée. Je pense que d'ailleurs je vous en avais parlé dans mes tops de l'année 2020, qui était Six pieds sous terre de Megara Nolan, qui était une lecture absolument génialissime pour moi. Ensuite j'avais lu La Selkie, le tome 1 de la même autrice, il faut absolument que je lise le tome 2. Et début 2021, elle a lancé une campagne Ulule pour financer son nouveau livre, Atypicalypso, du coup de Megara Nolan. Donc c'est un livre auto-édité. La jaquette est sublime, mais si je dis jaquette, c'est parce que personnellement j'avais contribué pour avoir le hardback. Il est trop beau, et cette petite planète, tout ça, avec le titre ici. S'il y a une planète, si vous voyez sur la jaquette différentes planètes et tout, vous vous doutez un peu de la thématique, c'est un space opéra, donc ça se passe dans l'espace. Et dans ce livre, on va suivre Calypso, qui est la plus grande voleuse de l'univers, et elle adore avoir ce titre, elle le revendique, elle en est fière. Et qu'à chacun de ses cases, de ses vols, elle signe Calypso tout simplement. Et un jour, elle va s'attaquer potentiellement à plus gros qu'elle, et elle va voler le plus grand trésor d'une des communautés. En fait, ça va faire parler d'elle parce que forcément cette communauté veut récupérer ce trésor. Il y a une certaine brigade qui fait partie des autorités qui va être amenée à travailler sur cette enquête. Et en fait, cette enquête ne va pas du tout se passer comme prévu, vu que cette brigade, qui est composée d'un commandant plutôt séduisant, on va pas se mentir, et de deux autres personnes, est en fait une brigade qui est dirigée par la sœur de ce commandant. Et la sœur de ce commandant, pour un projet ultra secret, aurait besoin d'une voleuse ultra professionnelle pour justement ce projet secret. Donc notre chère Calypso va être retrouvée et va intégrer la brigade de ce commandant charmant, ne l'oublions pas. Et tout ça, ça va faire pas mal d'étincelles dans l'univers, et c'est vraiment trop chouette. J'ai l'impression de vous l'avoir super mal pitché, mais ce livre est absolument incroyable. C'est un tome 1, le tome 2 arrivera potentiellement en 2022, il n'est pas encore écrit, mais Megara est déjà une femme absolument incroyable, d'une douceur et d'une gentillesse folle. Sur les réseaux sociaux, franchement c'est trop beau le travail qu'elle fait. Elle fait des réels vraiment trop cool, ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Elle a fait toute une suite de vidéos concernant l'écriture de ce bouquin et de comment elle a réussi à mettre en place sa campagne Ulule, et déjà ça c'est super intéressant. Et en plus de tout ça, ses livres sont beaucoup trop cool. Atypicalypso, je crois qu'il fait partie de mes préférés alors que je les aime tous, mais c'était vraiment trop bon. Déjà le personnage de Calypso, il est incroyable. Il est un peu hors du commun, elle a une personnalité si bien ciblée et si bien construite, c'est un tel bonheur de rencontrer ce personnage dans une lecture. Elle est ultra énervante et pourtant elle est tellement attachante. Je l'ai littéralement adorée. Je l'aime beaucoup. On en découvre au fil du livre sur son passé et j'aime énormément l'attitude, le détachement, enfin vraiment tout ce qui la représente. Du début à la fin, son personnage garde ses principes. C'est pas parce qu'elle vit des moments et des épreuves difficiles qu'elle va aller à l'encontre de ce qu'elle aurait fait habituellement. Et franchement, ce personnage est ultra intéressant. Tous les autres personnages de la brigade sont tellement bien foutus et ensemble ils forment tellement un groupe tellement hétérogène et en même temps tellement soudé, et super intéressant de les voir tous interagir. Et ce que j'aime bien, c'est que on se doute qu'il va y avoir une romance avec le fameux charmant capitaine, mais pour autant les autres personnages de la brigade et un des personnages principaux qui est le vaisseau de Megara, qui a une intelligence artificielle, tous ces personnages-là ne sont pas du tout mis de côté, ils ne sont pas délaissés, et c'est juste trop bien de les voir interagir avec Calypso, avec le capitaine, avec tout le monde. Les décors sont absolument géniaux. En fait, on va aller de planète en planète et chaque planète a son décor particulier et c'est juste hyper bien retranscrit. Le final est grisant au possible, j'ai la nécessité d'avoir le tome 2 entre les mains même s'il n'est pas encore écrit, mais le final est absolument génial parce que tout ça va prendre tellement plus d'ampleur que ça n'avait au début, et c'est ultra intéressant de voir le cheminement qui nous amène à ce final. Tous les rebondissements sont intelligemment bien faits, bien construits, bien écrits, et j'ai été étonnée, même s'il y a certains moments qui sont prévisibles. Il y a des moments où j'étais là mais waouh, mais comment elle a réussi à créer ça. Et ce livre est juste une pure merveille, je vous le recommande à 1 milliard de pourcents.
Je crois qu'elle est en train, elle va lancer sa boutique en ligne, l'autrice. Du coup n'hésitez pas à aller checker ça sur ses réseaux sociaux. Ce livre vaut vraiment le coup d'œil comme tous ces autres livres que j'ai pu lire. A noter que ce livre faisait partie des 2 livres que j'ai lus pour le challenge d'Emma de la chaîne La Bouquinade. Le deuxième livre que j'ai lu pour le challenge, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, ça fait ultra longtemps qu'il est dans ma palle et j'ai enfin réussi à le sortir et je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt. Pourtant il n'y a que des avis dithyrambiques ultra positifs. Et je pense que j'avais tellement peur d'être déçue face à tous ces avis ultra positifs que j'arrivais pas à me lancer. Je me suis enfin lancée et je ne regrette absolument pas. Dans ce livre, on va suivre 2 adolescents, Aristote et Dante, qui pendant un été dans les années 1980, il me semble, vont se rencontrer, vont se lier d'amitié, ils vont se poser énormément de questions sur la vie, sur qu'est-ce que ça fait de devenir adulte, ce genre de choses. Enfin, sauf que de cette amitié naissante va naître un sentiment encore plus grand, encore plus intense, encore plus fort, et les 2 adolescents vont être amenés à s'aimer. Sauf que forcément ce sont 2 garçons nés aux États-Unis dans les années 1980. Alors oui, la liberté est très prenante dans cette décennie-là, mais pour autant toutes les personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+, ne sont pas nécessairement acceptées. D'ailleurs je vous dis années 80 mais je suis pas sûre, mais il me semble, hein. Et du coup on va suivre leur histoire avec leurs rebondissements, leur drama, leurs belles questions sur l'univers, et peut-être qu'ensemble ils vont découvrir ces fameux secrets de l'univers. Ce livre est incroyablement beau, incroyablement fort, incroyablement intelligent et d'une douceur et d'une poésie. La traduction est vraiment très belle, je pense. Justement, je n'ai pas lu la version originale, mais je pense vraiment que la traduction est très bonne. Les 2 personnages sont vraiment très attachants. Notamment, j'adore le personnage de Dante qui est à part. Il est vraiment en décalage avec la société et ça lui donne un côté tellement attachant. Je l'ai adoré avec toutes ces questions qui se posent, qui parfois sortent de nulle part. Et il est tellement... Là, vous voyez, il y a les gens normaux qui veulent rentrer dans les codes, dans la société. Et Dante, il est là. Il va de l'autre côté. Et il est juste absolument génialissime. Et Aristote est un garçon beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et la folie de Dante va un peu s'imprégner d'Aristote. Et c'est juste trop beau de les voir juste parler. En soi, il se passe pas un milliard de choses. C'est beaucoup de discussions sur tout. Et juste ça a créé une tellement belle relation. Alors oui, il y a des rebondissements, il y a aussi des drames. Forcément vient la question de l'orientation sexuelle, de notre identité, de qui on est, de qui on aime. Et c'est tellement bien amené, d'une poésie folle. Mon bilan du mois de mai, le dernier bilan que je vous ai offert, il y avait le livre Faire chavirer les icebergs de Aurore Gomez. Et je trouve que ça s'inscrit dans la même lignée, avec cette même douceur, cette même poésie, et juste c'est une très belle romance où il se passe pas un milliard de choses, c'est juste 2 personnes qui s'aiment et c'est juste sublime à lire. C'est tellement beau, tellement bien retranscrit et on a envie de vivre un été comme Aristote et Dante, et juste bravo à l'auteur et merci à vous pour tous les avis positifs qui m'ont fait acheter le livre et qui ont fait que je l'ai lu aujourd'hui. Même si vous êtes beaucoup à avoir parlé de ce livre sur vos réseaux sociaux, je pense que c'est l'avis de Marine d'Aristote Mendoza sur Instagram qui m'a le plus donné envie de lire ce livre. Vraiment son avis sur ce bouquin et l'amour qu'elle a pour cet auteur m'a tellement impactée que je pense que c'est grâce à elle que je l'ai sorti de ma palle, donc merci Marine. Vraiment cette lecture était incroyable et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je suis pas sûre que vous soyez encore beaucoup, n'hésitez pas à vous plonger dedans, ce livre est génialissime. Ce que je vais vous montrer, on pourrait croire qu'il y a une incohérence mais je vais vous expliquer. Ma lecture de boulot que je vous disais j'ai lu pendant 3-4 mois, tout ça, que j'ai fini au mois de juin, c'est le tome 3 du Labyrinthe. Donc là j'ai l'intégrale, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça que j'emmenais au travail. Je le lisais sur ma liseuse en numérique tout simplement parce que mon intégrale est défectueuse et que j'ai des feuillets qui sont pas au bon endroit et tout. Donc en tout cas c'était le cas pour le tome 2. Le tome 1 c'était nickel, le tome 2 j'ai eu des problèmes donc je l'ai lu sur liseuse. Et le tome 3 en fait j'ai même pas essayé de réfléchir et je l'ai aussi lu sur liseuse parce que clairement il est très dense. Enfin
Je pense que ça se voit, ça s'entend. Il fait bah genre 1000 pages. Du coup jamais j'aurais pu emmener ça au boulot. Et là déjà pour faire la chronique ça va être dur. Donc enfin j'ai fini cette saga de dystopie totalement connue de tous. Il y a eu les fameuses adaptations cinématographiques avec le merveilleux, l'incroyable, sublime Dylan O'Brien. Honnêtement ça fait très très longtemps que j'ai vu les adaptations. Alors je sais qu'elles ne sont pas du tout fidèles aux livres. Pour autant moi je les avais bien aimées, surtout que je les avais vues avant de lire les livres. Donc pour moi ce sont des bons films, ce sont pas des bonnes adaptations mais pour moi ce sont des bons films, notamment le premier que j'avais beaucoup aimé, après c'était un peu moins bon. Mais bref, on est là pour parler des livres. Donc le tome 3 s'intitule Le Remède Mortel et je vais pas vous faire le résumé du tome 3 mais simplement du tome 1, en tout cas je vais essayer même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette saga. Donc dans le tome 1 on va suivre le jeune Thomas qui a 16 ans et qui se réveille dans une sorte de monte-charge qui ne fait que monter, que monter, que monter, que monter. Et à un moment il s'arrête et il s'ouvre et dehors, parce qu'il va finir dehors, il va rencontrer plein de jeunes d'environ son âge qui sont complètement enfermés dans une clairière où il y a plein de murs autour d'eux et il apprend qu'il a fini dans le labyrinthe. C'est pour le moment le dernier garçon envoyé vu qu'il n'y a que des hommes dans ce labyrinthe. Et en fait ça fait 2 ans je crois que tous les mois un jeune homme est envoyé là-dedans et ils ne savent absolument pas pourquoi, ils ont perdu entièrement leur mémoire d'avant le labyrinthe. Ils essaient de se construire une vie et pourquoi on appelle ça labyrinthe? Parce qu'autour de cette clairière, au-delà des immenses murs qui ferment cette clairière, il y a des fameux labyrinthes et en fait depuis 2 ans ils ont organisé la vie selon des fonctions par jeune garçon. Et il y a notamment les coureurs qui de jour vont visiter le labyrinthe et ils reviennent à la tombée de la nuit vu que les portes se ferment et qu'ils entendent des bruits très 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 étranges dans les murs. Sauf que tout va être chamboulé le jour où les portes ne vont plus se fermer et il va se passer énormément de choses et Thomas en sait plus qu'il ne semble en savoir tout simplement et la situation va complètement dégénérer. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais trouvé vraiment très bon. Les décors en fait du tome 1 je les aime énormément. Tout est très verdoyant mais en même temps c'est un huis clos, du coup j'aime beaucoup ce contraste. Et j'avais adoré découvrir l'univers, les personnages. Newt que j'adore, je suis fan de ce personnage et fan de l'acteur qui l'incarne dans les films. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le tome 2 aussi mais en fait la hype que j'avais pour cette saga est en train de se ternir à chaque fois que je lisais un tome. Et je pense aussi que j'étais influencée parce que j'avais vu les films, je savais l'évolution et je savais que j'aimais de moins en moins, surtout que je voyais que tout le monde était déçu de l'adaptation cinématographique par rapport aux livres. Pour autant je voulais quand même les lire pour me faire mon propre avis et j'ai beaucoup aimé ce final mais c'est pas non plus le final le plus transcendant que j'ai connu et c'est pas le meilleur tome 3 que je connaisse. J'ai vraiment beaucoup aimé quand même l'évolution des décors, comment tout est amené, voir le réel rôle de Thomas dans toute cette histoire, voir aussi les interactions avec tous les autres personnages. Et le final est tout de même très intéressant, mais je trouve un peu ce tome 3 un peu tiré par les cheveux quand même au niveau des actions. Il y a des choses où j'étais là en mode oui, pourquoi pas. Après je pense que j'étais pas entièrement dedans non plus parce que je le lisais au boulot donc il y avait des gens autour de moi et clairement si j'ai pas le silence total autour de moi c'est un petit peu compliqué pour moi de lire. Je suis exigeante là-dessus, il me faut un silence total. Mais ça reste quand même un très bon tome 3. Après c'est qu'un avis personnel mais je suis assez déçue qu'il y ait des préquels, des machins. Là il y a le Destin de Newt qui est sorti et au final en septembre va y avoir une nouvelle trilogie, je sais pas, mais en tout cas un nouveau tome sur Après le labyrinthe. Je trouve ça un peu énervant quand un auteur a écrit un livre, une trilogie, une saga à succès et que ça a été tellement un succès entre temps que du coup ces projets d'écriture tournent autour de cet univers et on développe avec des préquels, des machins et tout ça. Je dis ça alors que j'ai le préquel d'Hunger Games qui m'attend dans ma palle, je sais c'est très contradictoire, mais quand je vois en fait il y a au moins encore 3 autres livres dans l'univers plus le nouveau qui arrive, personnellement je vais me stopper à la saga principale qui va largement me suffire. Mais c'est une très bonne saga, je suis contente de l'avoir finie. Mais si par exemple on compare aux autres sagas qui ont eu un succès fou, notamment grâce à leur adaptation cinématographique au même moment, donc au début des années 2010, enfin à partir du début des années 2010, je préfère largement Hunger Games. Mais j'ai préféré le labyrinthe à Divergente que, à part le final, je n'avais pas aimé. Juste pour une petite comparaison, c'est des sagas qui n'ont rien à voir, hormis le fait que ce soit des dystopies adolescentes, que peut y avoir des arcs narratifs qui se ressemblent peut-être, mais ça reste 3 univers totalement différents. C'est juste que ce sont
trois sagas qui ont une hype à peu près au même moment et c'est pour vous donner un peu une comparaison par rapport à la hype qu'il y a pu y avoir justement. Donc je suis très contente d'avoir fini cette saga et c'est une saga en plus terminée et je ne vous oublie pas avec ma fameuse vidéo des sagas en cours. Faut juste que je revoie où j'en étais il y a maintenant 2 ans je crois. Mais une saga de terminée et ça je suis très contente. Et voilà pour mon point lecture du mois de juin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu le voir, il y a eu notamment d'excellentes lectures, notamment avec ces deux bébés que si vous ne les avez pas encore lus, franchement foncez dessus. Deux styles totalement différents, mais de merveilleux coups de cœur, on va clairement pas se mentir. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez lu au mois de juin ou en tout cas peut-être me dire votre meilleure lecture du mois, n'hésitez pas à me la partager en commentaire. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.